Bonjour les gens, tout d'abord désolé pour les 4 mois d'attente, et puis ensuite merci infiniment d'être plus de 200 à ce jour. Aujourd'hui j'introduis un nouveau contenu, Mythologica. Le but est très simple. À chaque vidéo, il y aura un nouveau personnage introduit. Il peut s'agir d'un personnage de la mythologie grecque, romaine, égyptienne, nordique, que la mythologie soit encore d'actualité aujourd'hui ou qu'elle ait disparu depuis des milliers d'années. Vous l'avez donc compris, ce contenu est à but informatif et instructif. Je ne dis pas que j'ai la science infuse et que je connais tout des personnages, néanmoins j'espère que ce type de vidéo va vous plaire. N'hésitez pas d'ailleurs à réagir en commentaire et à me dire quelle est la prochaine personne que vous aimeriez voir et dont vous aimeriez connaître la vie. Sur ce, c'est parti pour le premier épisode sur Hercule, aussi appelé Héraclès. Ah là là, la mythologie, cette histoire passionnante, ces personnages surpuissants, ces destins hors du commun. Qui n'a jamais entendu un mythe, que ce soit celui d'Icare, du labyrinthe avec le Minotaure, ou même les 12 travaux d'Hercule? Quand j'étais petit, j'étais féru de toutes ces histoires où des personnages exceptionnels accomplissaient des actes surhumains et relevaient des défis incroyables. Aujourd'hui, penchons-nous sur un des personnages que je trouve le plus extraordinaire de tous, Hercule, aussi appelé Héraclès dans la mythologie grecque. Sa naissance. Alcmène, fille d'Électrion, femme d'Amphitryon, fut séduite en son absence par Zeus, qui avait pris la forme de son mari. Plus tard, Alcmène accoucha d'Héraclès, et peu de temps après son premier fils, issu lui d'Amphitryon, Iphiclès. Peu de temps après la naissance d'Héraclès, Hermès enleva le nouveau-né et le plaça aux côtés d'Héra qui était endormie. Aucun fils de Zeus ne pouvant devenir immortel sans avoir tété le sein de la déesse, Héraclès but si fort que le lait s'échappa et, fendant le ciel, donna naissance à la Voie lactée. Son enfance. Junon, la femme de Jupiter, folle de colère après son mari par infidélité, envoya 2 serpents venimeux dans le berceau d'Héraclès pour l'étrangler et mettre fin à ses jours. Mais c'était sans compter sur la force extraordinaire qu'il avait héritée de son père divin. D'un coup sec, il attrapa les 2 serpents et les tua. Après, il joua avec leurs cadavres jusqu'à ce qu'Alcmène découvre la présence des serpents. Plus âgé, Héraclès fut l'élève de Chiron, un centaure, mais aussi Castor, qui lui enseigna la maîtrise des armes, Amphitryon pour la conduite des chars, et Rhadalante et Eurytos pour la maîtrise de l'arc. La folie d'Héraclès. Une fois adulte, Héraclès s'est marié à Mégara, fille de Créon, roi de Thèbes, mais un jour Héra le frappa de folie. Il tua sa femme et ses enfants, 8 selon certaines sources. Terrifié par son geste inhumain et après avoir pensé au suicide, il demande à l'oracle de Delphes comment laver son crime, et il apprend qu'il doit se mettre au service de son cousin Eurysthée qui lui impose 12 travaux surhumains. Les 12 travaux d'Hercule, le lion de Némée. Pour commencer, Héraclès dut apporter à Eurysthée la fourrure d'un lion qu'aucune arme ne peut blesser ni percer. Mais alors comment peut-on terrasser quelque chose que l'on ne peut blesser? Héraclès tente d'abord de tuer la bête avec ses flèches, sans succès. Il l'emprisonne alors dans sa propre tanière, l'assomme d'un coup de gourdin et l'étrangle de ses mains. Il s'arme alors des griffes du lion lui-même pour le dépecer et revêt sa peau. Grâce à la fourrure magique, le voilà indestructible et prêt à accomplir les 11 autres travaux. L'hydre de Lerne. Le deuxième travail n'est pas plus facile. Héraclès doit abattre l'hydre de Lerne, un serpent à 9 têtes qui décime le bétail et tue de son souffle empoisonné quiconque approche de son marais. Situé à Lerne, dans le Péloponnèse. Après avoir tenté de couper quelques têtes de monstres, mais repoussant sans arrêt, le neveu d'Héraclès, Ialos, venu combattre à ses côtés, brûle les blessures de l'hydre, cautérisant les plaies. Ses têtes ne pouvant repousser, l'hydre laissa apparaître son seul point faible, sa tête immortelle qu'Héraclès tranche et enterre sous une pierre. Le sanglier d'Érymanthe. Le sanglier d'Érymanthe était une bête monstrueuse que personne n'osait attaquer et qui causait d'irréversibles dommages aux cultures des paysans. Le travail consistait à ramener vivant cette bête. Eurysthée ordonna à Héraclès de le capturer, espérant le rendre ridicule aux yeux du peuple. Durant plusieurs jours, Héraclès marcha pour rejoindre la rivière Érymanthe. Il remonta la rivière jusqu'au sommet de la montagne où les paysans l'implorèrent de vaincre la bête. Il fut facile de traquer le sanglier car il était si lourd que ses traces étaient marquées sur le sol. Il se trouva en face de la bête, mais de peur de la blesser avec ses armes, il la laissa s'enfuir. Il passa alors plusieurs semaines à modifier le terrain et à creuser des fossés recouverts par la neige. Le sanglier, ne pouvant plus lui échapper, tomba dans le ravin et s'assomma.
Héraclès ficela les pattes de la bête et le ramena à Eurysthée. La biche de Cérynie. Après les premiers succès éclatants d'Héraclès, Eurysthée lui ordonne de capturer un animal certainement moins effrayant que le lion de Némée ou l'hydre de Lerne, mais tout aussi extraordinaire, une biche tachetée étrangement dotée de cornes d'or et de sabots d'airain. Rapide comme l'éclair, elle appartenait à l'attelage de la déesse chasseresse Artémis, autant dire que l'animal sacré ne devait pas être blessé et encore moins tué par le héros. Un voyageur avait récemment aperçu cet animal fabuleux. Suivant le désir d'Eurysthée, Hercule poursuivit l'animal toute une année, sans l'atteindre. La biche finit cependant par s'épuiser et se réfugia sur le mont Artémission. Elle voulut traverser le Ladon, un fleuve, quand Hercule lui décocha une flèche entre l'os et le tendon de la patte, en prenant soin de choisir une flèche non empoisonnée par le sang de l'hydre. La biche fut immobilisée sans qu'une goutte de sang ne fût versée. Il chargea l'animal sur ses épaules et traversa l'Arcadie pour se rendre chez Eurysthée. En chemin, il rencontra Artémis et Apollon qui l'accusèrent de sacrilège pour avoir maltraité la bête. Le chasseur s'en récusa et fit sortir l'obligation dans laquelle il se trouvait. Rejetant la responsabilité sur Eurysthée, la colère d'Artémis s'apaisa et elle autorisa à Hercule à se rendre à Mycène à condition de relâcher ensuite sa protégée sans lui faire de mal. Hercule amena donc la biche à son cousin qui l'enfermait dans une cage. Le lendemain, à la plus grande stupeur d'Eurysthée, la biche avait disparu. Les oiseaux du lac de Stymphale. La surface du lac de Stymphale, situé au centre de l'Arcadie, était devenue depuis bien longtemps le domaine d'oiseaux cruels. Ces oiseaux étaient les enfants de Mars, le dieu de la guerre. Leurs becs, leurs serres et leurs ailes étaient en airain, leur taille monstrueuse, et la légende voulait qu'ils se nourrissaient de chair humaine. Eurysthée ordonna à Hercule de se rendre au lac de Stymphale et de l'en débarrasser de tous ces maudits oiseaux. En approchant du lac, Hercule vit un paysan se faire attaquer et tuer par l'une de ces horribles créatures. Après avoir assisté à cette scène d'horreur, Hercule leva les yeux au ciel et aperçut une nuée d'oiseaux prête à fondre sur lui. Mais sans trembler, il décocha des coups et ainsi plusieurs flèches empoisonnées par le sang de l'hydre et les tua. Lors de son arrivée au bord du lac, les oiseaux se réfugièrent sur les arbres environnants. Hercule implora alors Minerve de l'aider. Des cymbales apparurent alors près du lac et Hercule les frappa si fort que les oiseaux sortirent de leur cachette. Hercule n'avait plus qu'à les abattre une par une avec ses flèches empoisonnées. Quand il constata que le ciel était vide, il remercia Minerve pour son aide et se remit en route vers Tyrinthe. Le taureau du roi de Crète. Minos, le roi de la Crète, avait promis à Poséidon qu'il sacrifierait ce que le dieu de la mer ferait jaillir des flots. Il espérait ainsi protéger son île des tempêtes. Poséidon fit alors émerger des eaux un merveilleux taureau noir. Subjugué par l'animal, le roi ne put se résoudre à le tuer et l'enferma dans un enclos. Il l'utilisa alors pour agrandir ses troupeaux. En échange, il sacrifia une autre bête de son troupeau, pensant confondre Poséidon. Mais ce dernier, exaspéré, s'aperçut aussitôt de la duperie. Pour punir Minos, le dieu des mers transforma le fabuleux taureau en un animal sauvage incontrôlable. Déchaîné par une folie destructrice, l'animal ravagea les vignobles, dévasta les campagnes, fonça à travers la forêt, transperça le cœur des cieux et assaillit les habitants de la Crète. Eurysthée s'inquiétait de la popularité croissante d'Hercule, qui eut vent de cette histoire. Le roi de Mycène et de Tyrinthe lança donc au héros le défi de capturer l'effrayant taureau de Crète. En débarquant à Knossos, Hercule vit les gens quitter le port à la hâte et dans la plus grand désordre. Il se mit alors à courir et au détour d'un chemin, il vit le monstre furieux en train de saccager un champ. Dès qu'il aperçut cet humain, ne fuyant pas devant lui, le taureau s'immobilisa. Hercule le provoqua mais la bête refusa d'avancer. Hercule disposa alors sur le sol un grand filet et se mit à avancer vers le monstre. Il agita sa tunique de peau de lion devant l'animal qui lui fonça dessus. Hercule l'attrapa alors par les cornes et l'attira dans le filet. Le taureau fut alors pris au piège et Hercule le ramena à Tyrinthe. Les juments de Diomède. En Thrace vivait un roi sanguinaire, il s'appelait Diomède, il était le fils de Mars, le dieu de la guerre, et de Cyrène, la Néréide. Il régnait sur un immense territoire au nord de la mer Égée. Les îlots rocheux étaient si nombreux que de nombreux navires venaient s'y fracasser. Diomède faisait capturer les naufragés et les donnait en pâture à ses chevaux. Les juments étaient devenus carnivores car le roi de Thrace ne les nourrissait que de chair humaine. Réputés indomptables, les juments de Diomède restaient en permanence enfermés dans les écuries, devant leurs mangeoires de bronze et solidement attachés par des chaînes en fer. Eurysthée, cherchant toujours à nuire à son cousin, lui ordonna de se rendre en Thrace, de capturer les juments de Diomède et de les rendre inoffensives.
Hercule embarqua dans la galère de Philos, le plus valeureux lieutenant d'Amphitryon, et se rendit à la capitale de Thrace. Ils arrivèrent la nuit et repérèrent aisément les juments. Ils entrèrent dans les écuries où ils furent surpris par Diomède et sa garnison. Hercule fit prisonnier le roi et ils épargnèrent les soldats. Il jeta ensuite Diomède dans les mangeoires en bronze de ses juments qui se ruèrent sur lui et le dévorèrent vivant. Avec ce dernier repas, les juments furent calmés et Hercule put les approcher et les faire monter à bord de la galère. Les juments embarquèrent docilement et acceptèrent de se nourrir de fourrage tout au long du trajet. Comme il était convenu, le héros présenta les juments à Eurysthée. La ceinture d'Hippolyte. Eurysthée chérissait sa fille Admète et il cédait à tous ses caprices. Celle-ci exigeait posséder la ceinture d'or d'Hippolyte, la reine des Amazones. Hercule mit donc le cap vers l'est en direction de Thémiskria, la capitale des Amazones, accompagné d'un groupe de volontaires. Arrivé à Thémiskria, Hercule et ses compagnons furent introduits dans le palais de la reine Hippolyte, qui n'avait rien de sévère ni de cruel. Elle souriait même au héros dont elle avait entendu les exploits. Une fois seul avec la reine, Hercule lui expliqua rapidement l'objet de sa visite et lui présenta les nombreux cadeaux offerts par Eurysthée en échange de sa ceinture. La reine, admirative, accepta de donner sa ceinture à Hercule, qui était heureux de pouvoir résoudre l'un de ses travaux sans verser la moindre goutte de sang. Il commença alors à dégrafer la ceinture d'Hippolyte. Mais le héros ne se doutait pas de la présence d'Héra, qui, déguisée en Amazone, répandait la rumeur d'une incursion étrangère visant à enlever la reine. Il n'en fallut pas moins aux Amazones pour prendre leurs arcs et leurs javelots et pénétrer dans la salle où se trouvaient Hercule et la reine. Fidèle à son manque de clairvoyance, Héraclès est alors convaincu de la trahison d'Hippolyte. L'accueil pacifique de la reine n'avait été qu'un moyen de l'amadouer. Aveuglés par la colère, les Amazones lancèrent leurs javelots sur Hercule, mais la reine s'interposa et reçut un coup mortel. Elle ordonna alors dans son dernier souffle à Hercule de prendre sa ceinture et de s'enfuir. Les écuries d'Augias. Eurysthée décida de froisser l'amour-propre d'Hercule en lui assignant une mission aussi laborieuse que dégradante, nettoyer les écuries d'Augias. Augias, roi des Lydes, possédait un grand troupeau, mais il négligeait ses animaux depuis plus de 30 ans, il n'avait pas nettoyé ses écuries. Rebuté par les immondices qui s'y étaient accumulées, même les esclaves refusaient d'y pénétrer. Élide était devenu un royaume appauvri, qui se vidait de ses habitants. L'odeur pestilentielle des écuries arrivait même aux frontières avec la Grèce selon les récits. Résigné, Hercule traversa l'Arcadie et se rendit dans le royaume d'Augias pour y accomplir sa besogne. Il repéra les lieux, fit évacuer les animaux et se mit à creuser un fossé jusqu'au fleuve le plus proche, l'Alphée. L'eau s'y engouffra et nettoya les immondices de l'écurie. Les bœufs de Gérion. Le fils du titan Ocaénos, Gérion, possédait 3 corps unis au niveau de la taille. Ce monstre possédait 1000 bœufs roux. Eh oui, roux. Il avait aussi avec lui 2 monstres, Orthros, un chien à 2 têtes, et Eurytion, un dragon à 7 têtes. Eurysthée voulait sacrifier les bœufs à Héra et ordonna à Héraclès de lui en ramener. Arrivé sur le domaine de Gérion, Héraclès tua les 2 monstres et perça Gérion de flèches empoisonnées. Il rapporta ensuite les bœufs à Eurysthée. Les pommes d'or du jardin des Hespérides. Eurysthée ordonna à son cousin d'aller lui chercher les pommes d'or du jardin des Hespérides. La nature de ces fruits était sacrée car offert par Gaïa à Héra pour s'être mariée avec Zeus. Hercule dut d'abord découvrir où se trouvait ce jardin, et il demanda à Nérée, l'ancien dieu de la mer, de lui indiquer. Nérée refusa de lui répondre, sous prétexte qu'il n'était qu'un simple mortel. Hercule se saisit alors du dieu et lui dit qu'il ne le lâcherait pas tant qu'il n'aurait pas été renseigné. Nérée céda fidèlement, lui donna l'indication où se trouvait l'île, et Hercule alla chercher les pommes. Cependant, arrivé sur place, un dragon gardait les pommes d'or, et seul Atlas pouvait les récupérer. Hercule, voulant récupérer les pommes d'or, promit à Atlas qu'il garderait le monde en attendant qu'il aille les chercher. Atlas accepta, alla chercher les pommes, et ensuite essaya de berner Hercule en lui disant que ça y est, il était libre et qu'il pouvait s'en aller. Mais Hercule, sous prétexte que la position était inconfortable, lui demanda de tenir quelques instants le monde pour qu'il se remette en place. Atlas accepta, mais Hercule s'enfuit avec les pommes. Dompter Cerbère. Depuis qu'Hercule était au service de son cousin, 8 années s'étaient écoulées. Hercule avait déjà accompli 11 des 12 travaux réclamés par l'oracle. Eurysthée cherchait toujours un moyen de se débarrasser d'Hercule. Un matin, il le convoqua à Tyrinthe et lui ordonna de lui rapporter Cerbère, le gardien des enfers. En effet, Hadès, le dieu des enfers, laissait toujours ouvertes les portes du Tartare et avait laissé ce féroce chien à 3 têtes et à queue de dragon pour empêcher les âmes damnées de sortir. Arrivé en terre tartare, Hercule reçut l'autorisation d'Hadès pour affronter Cerbère, mais à main nue. Hercule abandonna ses armes, avança vers le molosse qui s'enfuit se réfugier derrière le trône de son maître.
Hercule bondit sur l'animal, vêtu de sa peau de lion pour ne pas être déchiqueté par les crocs acérés du gardien des enfers. Il saisit le cou du chien et le serra pour l'étouffer. Sa mort. Bien plus tard, il se remariera et eut des enfants, mais son bonheur ne durera pas, car sa femme se suicida. Pour mettre fin à sa souffrance, Héraclès demanda à son fils Ilios d'ériger un bûcher sur le mont Éta et de les déposer dans les flammes. Remède immédiat à ces maux. Zeus le fit alors monter sur l'Olympe parmi les dieux. Et c'est ainsi qu'Hercule devint une légende vivante. Ah là là, quel mythe hors du commun. Je me demande vraiment qui sera le ou la prochaine à être présentée dans Mythologica. Mais ça, c'est à vous de le décider. Écrivez dans les commentaires et partagez vos opinions dans l'espace commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, partagez-la à vos amis et laissez un like. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.